D'accord. Donc, si vous êtes prêts, on commence cette séance. Mais avant de procéder à cette sixième séance qui concerne les mesures d'instruction, j'aimerais bien rappeler ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, lors de la cinquième séance, nous avons vu ensemble comment on introduit l'action au tribunal. Chaque fois qu'un litige survient entre deux ou plusieurs litigants, l'un parmi ces parties peut faire recours au tribunal. Donc, le recours au tribunal obéit à un certain nombre de formalités et de délais à respecter. Nous avons vu que l'introduction de l'action ou bien de la demande en justice se fait à travers ce qu'on appelle la demande en justice. Et nous avons dit que cette demande est généralement écrite. Les parties essayent de transcrire leurs prétentions sur une requête écrite. Mais le législateur a précisé que on peut aussi présenter notre requête oralement. La partie qui prétend avoir un droit contre d'autres personnes peut se présenter au greffe du tribunal pour présenter ses prétentions orales devant le greffier qui doit procéder à élaborer un procès verbal qui doit être signé à la fin par la partie requérante. Donc nous avons vu ensemble, bref, les formes de la demande en justice, les types des demandes en justice, et nous avons terminé par discuter des effets des demandes en justice. Donc, une fois la demande est introduite devant le tribunal, le débat judiciaire commence. Le débat judiciaire peut commencer par la convocation des parties. Les parties vont se présenter devant le tribunal pour discuter du droit et pour présenter toutes les argumentations, tous les arguments nécessaires, bien sûr des arguments de fait et de droit, afin de convaincre le tribunal du bien fondé de leurs arguments. Donc, toute la question ici, c'est de rechercher la preuve des prétentions. Si vous voulez avoir un droit, il faut le prouver. Selon Doma, qui est un grand écrivain en droit civil, la preuve est ce qui persuade l'esprit de la vérité. La preuve est ce qui persuade l'esprit de la vérité. Ça veut dire, si on veut persuader le juge du bien fondé de nos arguments, de nos prétentions, il faut prouver ces prétentions. Sans preuve, on ne peut pas persuader, on ne peut pas influencer le juge pour qu'il rende une décision en notre faveur. Il faut aussi rappeler ici ce fameux adage qui dit idem et non est et non probare. Idem et non est et non probare. C'est-à-dire, c'est la chose même de ne pas être et de ne pas être prouvé. Pardon. C'est la même chose. Le fait de ne pas être, c'est le fait de ne pas être prouvé. C'est la traduction, si vous voulez, littérale de cet adage idem et non est probare. Le fait de ne pas être et le fait de ne pas être prouvé. Autrement dit, il ne peut exister de droit
s'il n'est pas prouvé. Si le droit n'est pas prouvé, il n'y a pas de droit. Selon Erin, la preuve est la rançon du droit. La preuve est la rançon du droit. Tout cela pour vous dire tout simplement que la preuve occupe une place capitale dans le débat judiciaire. Si vous voulez débattre, si vous voulez convaincre le juge de vos prétentions, il faut présenter des preuves. Parfois, ces preuves ne sont pas à la portée des parties. Parfois, la preuve doit être constatée par un technicien, par un professionnel. Parfois, la preuve est détenue par une autre partie. Parfois, la preuve consiste dans le témoignage d'une personne. Donc, le juge est appelé dans ces cas-là à intervenir, même en contradiction avec le principe que nous avons développé au début de ce cours, qui est le principe accusatoire. Ça veut dire qu'il est laissé aux parties toute la liberté de présenter leurs prétentions et le juge doit se limiter à traiter ces prétentions. Donc le juge ne doit pas prendre parti dans le débat, dans le litige entre les parties. Il doit rester neutre par application du principe de la neutralité. La procédure est laissée aux soins des parties. Celui qui n'arrive pas à prouver son droit doit supporter les risques. Cependant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un tempérament à cette neutralité du tribunal. Donc, les mesures d'instruction constituent à cet égard un ensemble de règles, un ensemble de procédures, de modalités, de pratiques qui permettent au juge d'intervenir soit d'office, soit sur demande du parti, afin de rechercher la vérité, étant donné que la vérité n'est pas claire, étant donné que cette vérité demande plus d'éclaircissement. Donc, soit à la demande des parties, soit d'office, chaque fois que les éléments qui se présentent devant lui ne lui permettent pas de prendre une décision, donc pour s'éclaircir, il va ordonner des mesures d'instruction. Soit pour être convaincu d'un argument présenté par l'une des parties, soit encore pour écarter une preuve pour laquelle il n'a pas été convaincu. Donc le code de procédure civile, ici, le code de procédure marocain, consacre à cet égard 48 articles pour les mesures d'instruction, pour vous dire l'importance de ces mesures d'instruction dans le débat judiciaire. Donc, après le dépôt de la requête écrite ou la déclaration orale, le greffe du tribunal transmet le dossier au président du tribunal qui doit promptement, je dis bien promptement, nous avons dit la dernière fois, c'est généralement dans les 24 heures. Dans les 24 heures après transmission du dossier au président du tribunal, ce dernier doit désigner soit un juge rapporteur, qui peut me rappeler qu'est-ce qu'un juge rapporteur? Abdelhadi, Hakim, Oussama? Allez-y. C'est une séance en live. On doit discuter, s'il vous plaît. N'hésitez pas à m'arrêter à n'importe quel moment. Donc, qu'est-ce qu'un juge rapporteur? Un juge rapporteur, c'est un... Oui, oui, Jafaro? C'est le juge rapporteur, c'est lui qui est désigné par le président du tribunal. Pour se charger. Mais dans une formation collégiale. D'accord? Les deux sont désignés par le... D'ailleurs, c'est le rôle du président. Le rôle du président du tribunal, c'est de désigner celui qui va se charger de suivre l'affaire, d'instruire l'affaire,
D'accord? C'est-à-dire 3 On juges. parle de juge rapporteur dans une formation collégiale. Donc, dans une formation collégiale, on parle de juge rapporteur. Dans une formation à juge unique, on parle de magistrat chargé de l'affaire. Nous avons dit qu'il y a un certain nombre d'affaires dont le montant, par exemple, ne dépasse pas 5000 dirhams, ainsi de suite, peuvent être instruites et le jugement doit être rendu par un juge unique. Alors que pour les autres affaires, il doit y avoir une formation collégiale. Mais il y a toujours un juge qui est chargé de suivre le déroulement du procès et d'élaborer, de présenter ou bien d'instruire le procès afin de mener et de conclure. Et par la suite, il doit se présenter devant les autres juges pour délibération afin de rendre un jugement. Donc, une fois le juge rapporteur ou bien le magistrat chargé de l'affaire est désigné, le juge commence par convoquer par écrit les parties à l'audience au jour qu'il fixe. Ainsi, le procès commence, le débat judiciaire commence. Parfois, si l'affaire est jugée futile et jugée très claire, le juge peut rendre un jugement dès la première audience. S'il voit que il doit encore attendre et que l'affaire lui pousse, les éléments qui sont devant lui, le pousse à chercher encore des éléments pour être convaincu, pour s'éclaircir davantage sur l'affaire, il doit procéder à ce qu'on appelle l'instruction. Il doit procéder à ordonner des mesures d'instruction. Donc, le juge procède par l'instruction de toutes les mesures nécessaires à la recherche de la vérité et par la réception des moyens de défense. Aujourd'hui, on va se contenter d'étudier les mesures d'instruction et on va laisser les mesures, les moyens de défense pour la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, je répète, une fois le juge convoque les parties au jour qu'il fixe, le débat judiciaire commence. Ce débat judiciaire doit être canalisé. Il doit être encadré pour qu'il se déroule en ordre et avec une certaine célérité. Voilà pourquoi le juge peut appeler les parties à améliorer la demande, si la demande n'est pas encore claire, à mieux la justifier, à préciser la défense. Il peut même éventuellement faire appel à des tiers, lorsque ces tiers détiennent la vérité et lorsque ces tiers peuvent apporter un éclaircissement pour le juge pour qu'il soit éclairé afin de donner une décision objective en connaissance de cause. Donc, c'est ce qu'on appelle les mesures d'instruction. Donc, l'instruction, comme je viens de dire, c'est une procédure, c'est un ensemble de règles et de procédures qui sont confiées au juge, dont le rôle est de contrôler toutes les phases de la procédure en faisant respecter les règles régissant les actes et les délais. C'est lui qui veille au respect des règles, c'est lui qui veille au respect des actes qu'il va ordonner et des délais. Donc, lorsqu'il ordonne, c'est pour gagner du temps, pour que le débat soit plus clair pour lui afin de rendre sa décision. Donc, le juge a aussi comme rôle de veiller à la garantie des droits de la défense, des parties et des intervenants, notamment lors de la mise en œuvre des mesures d'instruction destinées essentiellement à l'administration de la preuve. Donc, l'instruction ou bien les mesures d'instruction dans un procès civil se font généralement à travers une procédure écrite, par application
du principe déjà énoncé auparavant, dont je fais le rappel aujourd'hui, et qui est précisé par l'article 45 du Code de procédure civile, qui précise que ce sont les mêmes dispositions mises en œuvre devant la Cour d'appel qui sont applicables devant les tribunaux de première instance, c'est-à-dire que c'est la procédure écrite qui est applicable. Si on veut ordonner une mesure, c'est par écrit. Si on veut convoquer des tierces à assister pour témoignage, donc c'est par écrit. Si on veut ordonner une expertise, c'est par écrit. Donc c'est la procédure écrite qui est applicable en matière d'ordonnance des mesures d'instruction. Donc les mesures d'instruction peuvent être définies comme l'ensemble des moyens auxquels peuvent recourir les parties ou bien les juridictions du fond, ensemble des moyens auxquels peuvent recourir les juridictions de fond, soit à la demande des parties, soit d'office, afin d'éclaircir ou bien de s'éclaircir sur les circonstances d'une affaire donnée. Donc, pour traiter ces mesures d'instruction, on va procéder selon le plan suivant. D'abord, on va étudier le régime juridique commun à toutes les mesures d'instruction. Ensuite, on va étudier leur classification selon ce qui a été avancé par le législateur dans le Code de procédure civile de l'article 55 jusqu'à 102. Donc, quel est le régime juridique commun à toutes les mesures d'instruction? Donc, le régime juridique commun des mesures d'instruction est précisé par le législateur dans 4 articles, de l'article 55 jusqu'à 58. Premier caractère commun à toutes les mesures d'instruction, c'est leur caractère facultatif. Ça veut dire que le juge n'est pas toujours un juge d'instruction. Comme je viens de dire, les juridictions de fond ne sont pas obligées d'instruire toutes les affaires. Ils ne sont pas obligés de passer par l'expertise, par appeler les témoins, par les enquêtes, ainsi de suite, comme on va voir. Les juridictions de fond ont un pouvoir discrétionnaire pour évaluer l'utilité d'une mesure d'instruction ou bien d'écarter tout recours à une mesure d'instruction. Tant que le juge est suffisamment éclairé sur l'affaire, il peut s'abstenir et ne pas recevoir positivement et ne pas recevoir favorablement toute demande présentée par les parties. D'ailleurs, sa décision n'est susceptible à aucun recours. S'il refuse de procéder à une mesure d'instruction, sa décision est suprême. Il ne fait même pas l'objet de censure de la part de la Cour de cassation. D'accord? Donc, je répète, les juridictions de fond ne sont pas obligées d'instruire toutes les affaires. Il revient au juge d'évaluer l'utilité d'une demande de mesure d'instruction ou bien d'écarter toute demande formulée par les parties. Premier caractère. Deuxième caractère, ces mesures d'instruction sont ordonnées à travers des décisions qui varient entre ordonnance et jugement avant dire droit. Qu'est-ce qu'une ordonnance? L'ordonnance est prononcée quand elles sont décidées par le juge des référés. Vous allez voir avec moi lorsqu'on va arriver aux ordonnances sur requête qui sont prononcées par le président du tribunal. Donc, ce sont des décisions pour lesquelles on fait recours au président du tribunal et non pas
aux juges du fond. Donc, lorsqu'ils sont prises, lorsque la décision de faire recours à la mesure d'instruction est décidée par le juge des référés, par le président du tribunal statuant sur requête, ou bien par le juge rapporteur ou celui chargé de l'affaire, on dit qu'il s'agit d'ordonnance. C'est une ordonnance. D'accord? Elle est prise par un seul juge, qu'il s'agit du président du tribunal, juge du référé, juge rapporteur ou bien celui chargé de l'affaire. Alors qu'un jugement avant dire droit est une décision qui est prise par la juridiction de fond. Lorsque je dis juridiction de fond, donc c'est généralement une formation collégiale qui décide de la réalisation d'une mesure d'instruction après le dessaisissement du juge rapporteur, après que le juge rapporteur ait dessaisi de l'affaire. Donc il n'a pas la main, il n'a plus le pouvoir de diriger le procès. Donc, il a terminé son travail, il va se dessaisir. C'est la juridiction de fond dans sa formation collégiale. Ce sont les 3 juges qui vont prendre une décision pour ordonner une mesure d'instruction afin d'avoir plus d'éclaircissement sur le litige avant de rendre le jugement. D'accord? Donc, généralement, les mesures d'instruction sont prises sous forme d'ordonnance, Les cas de jugement avant dire droit sont moins rares que les ordonnances. Troisième caractère commun pour les mesures d'instruction concerne les conditions de validité des mesures d'instruction. Donc, toute mesure d'instruction doit obéir aux conditions de validité suivantes. D'abord, la légalité, de la mesure et l'utilité de la mesure. Toute mesure d'instruction doit avoir lieu dans le respect de la loi. Et être en conformité avec les dispositions légales. Ça veut dire quoi? On ne peut pas transgresser, par exemple, le secret professionnel pour prouver quelque chose dans un procès civil. Sinon, on sera condamné par les dispositions du Code pénal, notamment dans son article 446, si ma mémoire est bonne. On ne peut pas transgresser la vie privée des personnes pour prouver une prétention devant le juge civil. On ne peut pas violer le domicile, on ne peut pas demander au juge de désigner une personne pour s'introduire dans la résidence d'une personne afin d'amener un papier qui va prouver mes prétentions. Ce n'est pas possible. On ne peut pas transgresser le secret des correspondances, des lettres adressées à la partie contre laquelle je me suis engagé dans un procès civil, etc. Donc, toute mesure d'instruction doit être ordonnée dans le respect de la loi et en conformité avec les dispositions légales. On ne peut transgresser aucun principe légal. Toujours, les mesures d'instruction doivent être utiles au procès. Ça veut dire quoi, utile? L'utilité d'une mesure d'instruction se mesure par le fait d'être indispensable pour éclairer le procès. Sans cette mesure, le juge ne va pas avoir une idée claire sur le procès, sur le litige, sur le différend qui est présenté devant lui. L'utilité de la mesure d'instruction se mesure aussi à travers
le coût du procès. Cette mesure ne doit pas amener les parties à dépenser beaucoup. Au contraire, il doit minimiser le coût du procès. Voilà pourquoi on doit choisir la mesure la plus simple et la moins onéreuse. Si le constat, par exemple, la preuve peut être rapportée tout simplement par un constat qui peut être fait par un greffier, à quoi bon désigner un expert qui demande des honoraires importants? Est-ce clair? Mais lorsqu'il est nécessaire et il est utile de désigner un expert, dans ce cas, il faut désigner un expert, ça veut dire un technicien. L'utilité se mesure aussi au fait de se limiter aux mesures nécessaires. On ne va pas demander constat, enquête, appeler les témoins, demander serment, ainsi toutes les mesures en même temps. Non, on doit se limiter aux mesures nécessaires. Et, en fin de compte, toutes les mesures qui seront ordonnées doivent garantir la célérité du procès. Il faut qu'il y ait rapidité, parce que le temps, notamment en matière commerciale, c'est de l'argent. Par respect au principe de procès équitable, la juridiction doit procéder par les moyens et les mesures les plus simples ou bien les plus utiles pour garantir un éclaircissement de la vérité dans les plus brefs délais, afin qu'il puisse rendre décision. Est-ce clair? Donc, troisième caractère commun à toutes les mesures d'instruction se rapporte à la direction de l'instruction. Donc, qui dirige les mesures d'instruction? Donc, celui qui dirige les mesures d'instruction, c'est le juge rapporteur ou bien celui chargé de l'affaire. Ou bien, lorsque les mesures d'instruction ont été ordonnées par un jugement avant dire droit, c'est la juridiction de jugement qui a la direction de l'instruction. Donc, autrement dit, c'est celui qui a ordonné la mesure d'instruction qui a la direction de l'instruction. D'accord? C'est notamment le cas lorsque la juridiction de jugement ordonne une mesure d'instruction lors d'une audience. Donc, les deux parties sont devant le juge et ils ont fait appel à un témoin. Donc, le témoin se trouve devant eux, au tribunal. Donc, le juge peut l'appeler et procéder. C'est la juridiction ici de jugement qui va procéder à l'audience, à écouter le témoin. Est-ce clair? Donc, le juge rapporteur ou bien celui chargé de l'affaire doit superviser et contrôler toutes les phases de la procédure d'instruction. C'est ainsi que, dans le cas de cette supervision et de ce contrôle, il joue deux rôles. D'abord, il doit rapporter fidèlement le déroulement des différentes mesures ordonnées. Il doit rapporter fidèlement, objectivement, le déroulement des différentes mesures ordonnées, afin d'éclaircir les autres magistrats avant de statuer. Deuxième rôle, il doit mettre en exergue les questions juridiques nécessitant d'être tranchées. Il doit mettre en exergue les questions juridiques qui nécessitent d'être tranchées. Ça veut dire, s'il a ordonné une expertise, c'est pour avoir une réponse sur une question qui tracasse son esprit, pour laquelle il n'a pas de réponse. Voilà pourquoi il a demandé l'avis d'un expert, d'un technicien. Donc,
Ce sont les deux grands rôles joués par celui qui a ordonné la mesure d'instruction et dont le rôle est de diriger les mesures d'instruction. Donc, l'instruction, une fois terminée, il revient au juge rapporteur de dresser un rapport écrit dans lequel il relate les incidents de la procédure, les différentes formalités légales qui ont été accomplies, une analyse des faits et des moyens évoqués par les parties, bref, tous les faits et les circonstances qui entourent la réalisation de l'instruction doivent être retracés dans un rapport écrit par le juge. Donc, une fois ce rapport établi, il doit être soumis aux autres membres de la formation collégiale, notamment lorsque nous sommes devant une formation collégiale. Lorsque l'instruction a été ordonnée par un juge chargé de l'affaire, un juge unique, donc, il se contente d'élaborer le rapport pour lui-même. Donc, mais dans la plupart des cas, c'est une formation collégiale, d'ailleurs c'est un principe. Donc, ce rapport va être lu à l'audience, à moins que le président en a décidé le contraire, notamment lorsqu'il s'agit d'un certain nombre d'informations qui comportent peut-être des secrets professionnels ou bien des informations qui doivent rester, qui ne doivent pas être portées à la connaissance de l'audience. Est-ce clair? Si le président a pris une décision de ne pas lire le rapport à l'audience, il doit y avoir une justification. C'est bon? Cinquième, caractère commun pour toutes les mesures d'instruction. Il s'agit de l'exécution de ces mesures d'instruction. Donc, comment sont exécutées toutes les mesures d'instruction? Donc, généralement, il revient au juge qui a ordonné les mesures d'instruction de garder le contrôle de ces mesures. Il lui revient aussi de déterminer la portée de ces mesures et les questions qui seront traitées. Il lui revient de préciser les délais dans lesquels seront réalisées ces mesures d'instruction. Et lui revient le contrôle. Il lui revient la portée, ça veut dire quelle est la portée de la mission qui sera confiée par exemple à un expert. Est-ce qu'il doit aller jusqu'à examiner tous les dossiers, tous les papiers, ou bien il va se limiter à examiner tel ou tel dossier pour dégager telle ou telle preuve. Notamment lorsqu'on demande à un expert d'extraire de la comptabilité d'un commerçant les justificatifs qui prouvent quelque chose qui est en rapport avec le litige porté devant le juge commercial. Ou bien on va demander à l'expert d'examiner toute la comptabilité. Et là, on parle de communication de toute la comptabilité. Donc, différence entre représentation et communication. Là, c'est un exemple de la portée d'une mesure d'instruction. Le parquet peut assister à la réalisation de ces mesures d'instruction, tel qu'il est précisé par l'alinéa 2 de l'article 55, qui énonce les mesures d'instruction qui peuvent être accomplies dans le cadre d'un litige déterminé. Le juge fixe les dates et les lieux des mesures d'instruction. Le juge chargé de l'instruction peut se déplacer parfois, s'il le juge utile, en dehors du ressort de sa juridiction pour superviser le déroulement de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée. Ou bien, si il peut décider de ne pas se déplacer et de confier cette supervision
à une commission rogatoire. Vous connaissez qu'est-ce qu'une commission rogatoire? Je crois que vous l'avez déjà étudié dans le cadre de votre matière procédure pénale. Organisation judiciaire. Pardon? En procédure pénale aussi. Oui, dans le cadre de la procédure pénale aussi. Donc, une commission rogatoire, c'est une commission, ça veut dire qui est à la demande de juge du tribunal de Oujda, par exemple, du juge du tribunal de Oujda, il peut charger un autre juge dans un autre tribunal qui se trouve à Fès ou bien à Marrakech pour superviser une expertise, par exemple, ou bien une constatation qui va se faire à Marrakech. Donc, il ne peut pas se déplacer jusqu'à Marrakech, donc il va charger un autre juge. Un autre juge va assister à l'expertise, il va élaborer un rapport, il va le transmettre au tribunal de Oujda. D'accord? Donc, généralement, les commissions rogatoires, ce sont des commissions qui font le travail pour un autre tribunal, que ce soit dans le cadre d'une procédure civile ou bien dans le cadre de la procédure pénale. Toujours dans le cadre de l'exécution des mesures d'instruction, les parties au litige doivent être appelées conformément aux dispositions de l'article 36 du Code de procédure civile. 36 et suivant. Ça veut dire, on doit respecter les procédures de notification et de notification des parties et de convocation des parties. Si nous avons convoqué, par exemple, un témoin dans le cadre d'une enquête, il faut que la convocation lui soit parvenue au moins 5 jours avant la date de l'audience. D'accord? Il faut qu'il reçoive lui-même ou bien sa femme la convocation. On doit le convoquer soit dans son lieu de travail ou bien à son domicile. Donc, bref, on doit respecter toutes les dispositions qui sont annoncées par le législateur dans les articles 36, 37, 38, 39 du Code de procédure civile qui présentent les règles à respecter en matière de convocation et de notification. Donc, toute mesure réalisée dont le non-respect du contradictoire risque l'annulation. Il faut que les parties assistent, par exemple, à une expertise qui a été ordonnée par le juge. Le principe de contradictoire doit toujours être respecté, sinon la mesure d'instruction sera frappée de nullité. Est-ce clair? On peut ajouter en dernier lieu ce caractère commun à toutes les mesures d'instruction qui est le recours contre les mesures d'instruction. Est-ce qu'on peut faire appel? Est-ce qu'on peut demander le recours en annulation d'une mesure d'instruction qui va à l'encontre de nos intérêts, pour laquelle nous n'étions pas satisfaits en tant que partie au litige? Donc, il faut préciser à cet égard que les décisions qui ordonnent ou bien qui refusent d'ordonner suite à la demande de l'une des parties. Moi, en tant que litigant, j'ai demandé au juge d'ordonner une expertise. Il m'a dit non, refusé. Donc, soit qu'il a accepté d'ordonner, soit qu'il a ordonné d'office, soit qu'il a refusé d'ordonner suite à la demande de l'une ou bien des deux parties, ou bien qu'il modifie ou refuse de modifier une mesure d'instruction, ne sont pas susceptibles d'opposition. D'accord? Ils ne sont pas susceptibles d'opposition. De plus, l'appel, le recours en annulation ne peuvent, je dis bien en principe, parce qu'il y a un certain nombre de dérogations qu'on n'a pas le temps pour traiter maintenant. Donc, en principe, généralement, l'appel et le recours en annulation
contre les décisions qui ordonnent, qui refusent d'ordonner, qui modifient ou bien qui refusent de modifier une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'appel ou bien de recours en annulation, à moins que le jugement a été déjà rendu. Donc, vous ne pouvez faire appel à une expertise, à une enquête, à une constatation, ainsi de suite, qu'on va voir, qu'après le rendement, qu'après que le jugement soit rendu par la juridiction de fond. D'accord? Vous ne pouvez pas faire le recours en annulation ou bien l'appel indépendamment du jugement du fond. C'est seulement lorsqu'un jugement sur le fond a été rendu que la voie de recours pourra être exercée. Le recours doit viser en même temps le jugement de fond. Vous devez faire appel au jugement de fond et en même temps demander l'appel de l'expertise, de l'enquête, du constat qui a été fait lors de la première instance. Est-ce clair? Mais au cours, avant que le jugement de première instance ne soit prononcé, vous ne pouvez pas faire appel à cette mesure d'instruction, même si vous avez constaté qu'il va à l'encontre de vos intérêts en tant que litigant. Est-ce clair? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les caractères communs ou bien le régime juridique commun à toutes les mesures d'instruction. Passons maintenant à la classification des mesures d'instruction. Quelles sont ces mesures d'instruction qui peuvent être ordonnées par le juge civil? Il faut noter à cet égard que le législateur présente une liste indicative et non pas exhaustive. La liste présentée par l'article 55 du Code de procédure civile est indicative. En témoignent même les termes utilisés par le législateur dans l'article 55, qui précise que, en ces termes, le juge peut, soit sur la demande des parties ou l'une d'elles, soit d'office, ordonner, avant de dire droit au fond, une expertise, ce qu'on va aborder tout de suite, une visite des lieux, une enquête, une vérification d'écriture, et il complète par dire ou toute mesure d'instruction. Ou toute mesure d'instruction. Ça veut dire que le législateur n'a pas fermé les portes pour le juge, mais il a laissé la porte ouverte au juge chargé de l'affaire ou bien au juge au juge rapporteur ou bien au juge chargé de l'affaire pour ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraît nécessaire, notamment le constat, la constatation. D'accord? Donc, il peut ordonner toute mesure qu'il voit nécessaire pour s'éclaircir davantage sur le différend qui est porté devant lui. Mais nous allons nous contenter de traiter ce qui a été présenté par le législateur dans l'article 55, ça veut dire l'expertise, la visite des lieux, l'enquête, la vérification d'écriture. Donc, commençons par l'expertise. L'expertise, c'est une mesure d'instruction pour laquelle le législateur a consacré 7 articles. 8 articles, pardon. 59, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66. 8 articles pour l'expertise. Donc, l'expertise consiste à faire appel à un spécialiste, à un technicien. On l'appelle généralement technicien parce que le juge n'est pas formé dans tous les domaines. Supposons que la preuve est une preuve électronique. Donc, on doit faire appel à un ingénieur informaticien. D'accord? Le juge ne peut pas maîtriser l'informatique comme le maîtrise un homme de métier. Donc, l'expertise, c'est une
mesure d'instruction dans laquelle on fait appel à un spécialiste qui présente à la juridiction saisie son avis sur une question à caractère technique dont dépend la solution du litige. Donc, je dis bien, lorsqu'on fait appel au service d'un technicien, c'est pour donner une réponse pour une question technique et non pas juridique. Tout ce qui est juridique dépend du pouvoir du juge. Le technicien doit se limiter à présenter des conclusions d'ordre technique. Sur des questions, doit intervenir sur des questions dont le juge va tracer les limites. Il ne doit pas dépasser sa compétence et donner des réponses sur des questions juridiques relatives au fond du litige. Non. Donc, l'expert peut être désigné d'office ou à la demande de l'une des parties, par le juge rapporteur ou par la juridiction du jugement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, statuant en audience ou en chambre de conseil. Il peut être récusé suivant l'article 62. Donc, si l'autre partie a constaté que l'expert qui a été désigné est le frère, par exemple, il a un lien de parenté, de fraternité, ainsi de suite, jusqu'à cousin germain, ça veut dire Ould Ammou. Donc, dans ce cas, ou bien quelqu'un qui travaille avec moi, le défendeur, ou bien avec le demandeur. Donc, moi, en tant que requérant, ou bien en tant que défendeur, je peux demander la récusation de cet expert, pardon. D'accord? Parmi les conditions de la désignation de l'expert, il doit être inscrit au tableau des experts judiciaires. Tout tribunal de première instance tient un tableau sur lequel sont inscrits les experts judiciaires dans tous les domaines, donc dans le bâtiment, par exemple la médecine, l'agriculture, l'industrie, ainsi de suite. Il y a des experts dans ces domaines. Donc, il vient prêter serment à un moment donné, il présente une demande, il vient prêter serment, et à partir de ce moment, ils sont considérés comme des auxiliaires de justice auxquels le juge peut faire appel pour s'éclaircir sur une question technique chaque fois qu'un litige est porté devant lui et pour lequel il lui demande l'avis d'un expert, d'un technicien. Donc, parfois, on peut se trouver devant un litige dont la résolution, dont la réponse à une question technique dépend d'un expert qui n'est pas inscrit sur le tableau des experts judiciaires tenus au greffe du tribunal. Dans ce cas, on peut faire appel à cet expert qui va prêter serment devant le tribunal. Je jure devant Dieu de dire cela et cela, d'accomplir ma mission avec objectivité, ainsi de suite. D'accord? Il va jurer, il va prêter serment pour accomplir sa mission conformément à la loi, dans le respect de la légalité et objectivement. Quelle est la mission de cet expert? L'expert doit se limiter à donner des réponses aux questions techniques, comme je viens de dire, qui lui ont été posées par le magistrat. Ça veut dire que sa mission est déjà encadrée, canalisée par le juge de l'instruction. Cela dit, l'expert dispose de larges pouvoirs d'investigation. Pour accomplir sa mission, il lui est autorisé d'auditionner toute personne qu'il juge utile pour éclaircir une question technique. Il peut faire l'objet
de contrôle, de mesure, d'interprétation. Il peut demander même la traduction d'un certain nombre de documents, ainsi de suite. D'accord? Il dispose de larges pouvoirs d'investigation, mais seulement dans le cas de la mission qui lui a été confiée par le juge. À la fin de sa mission, il doit rédiger un rapport. Ce rapport est généralement écrit. Le rapport doit être écrit. Mais parfois, le juge peut demander, pour plus d'éclaircissement, que l'expert se présente devant lui pour lui donner oralement plus d'informations sur la question qui lui a été posée. D'accord? Et lui fixe un délai pour accomplir sa mission et pour déposer le rapport, dans le respect du principe de la célérité du procès. Donc, on ne va pas donner carte blanche pour l'expert pour accomplir sa mission selon sa guise, selon sa disponibilité, mais on va lui fixer un délai. S'il ne respecte pas ce délai, on peut le remplacer par un autre expert. S'il ne donne pas satisfaction, le juge a toutes les facultés pour le remplacer par un autre expert. L'expertise doit être réalisée contradictoirement. Contradictoirement, ça veut dire en présence des deux parties. Voilà pourquoi l'expert doit procéder à la convocation des parties et de leurs conseils avant la réalisation de l'expertise. Il doit procéder selon les dispositions des articles 36, 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, ça veut dire les règles et procédures de convocation et de notification des parties. D'accord? Parce qu'il doit écouter les deux parties lorsqu'il réalise son expertise. Il faut préciser aussi à cet égard que le juge n'est pas tenu par les conclusions, par les réponses qui seront présentées dans le rapport de l'expert. Si le juge a fait appel à un expert, c'est pour l'éclaircir. S'il voit qu'il n'est pas bien éclairé, il peut écarter l'expertise. Bien sûr, il doit prouver, il doit justifier pourquoi il a écarté. Et il peut demander à un autre expert de faire une autre expertise. Une expertise contradictoire. D'accord? Si il voit que les réponses de l'expert ne sont pas très claires, il peut même désigner un collège d'experts. Désigner 2 ou bien 3 experts et comparer entre les 3 expertises avant de se constituer une idée claire sur la décision qu'il va prendre par la suite. D'accord? Donc, je répète, le juge n'est pas lié automatiquement par les conclusions de l'expert. Passons maintenant à la deuxième mesure d'expertise citée par le législateur dans le Code de procédure civile. Il s'agit des visites des lieux. Le juge, s'il voit utile, il peut ordonner la visite des lieux objets du litige, par exemple. Donc, le juge permet de se déplacer sur les lieux ayant abrité le litige afin de constater par lui-même, l'existence ou l'absence d'un fait qui a été présenté par les parties. Cette visite des lieux peut être ordonnée soit d'office, soit à la demande de l'une des parties. C'est une application de ce caractère commun à toutes les mesures d'instruction qui peuvent être soit demandées d'office, soit être ordonnées d'office par le juge, soit suite à la demande de l'une des deux parties.
il peut être ordonné par jugement ou bien par ordonnance. Jugement avant de dire droit, bien sûr. La décision ordonnant cette mesure doit, à peine de nullité, déterminer le jour, l'heure et le lieu où il sera effectué. Donc, rien n'est fait à l'improviste. Rien n'est fait sans prévoir le jour, l'heure et le lieu où il sera effectué. Donc, cette décision doit être dûment notifiée aux parties qui ont le droit d'assister à son déroulement. D'accord? Donc, dans le respect du principe de contradictoire. Sinon, si le juge ne respecte pas ces règles de procédure, la visite de lieu sera frappée de nullité. On ne va pas la prendre en considération pour rendre une décision, pour motiver une décision de justice. Donc, dans cette visite de lieu, il arrive parfois que le juge fait appel à un expert. Donc, il a toute la faculté pour faire appel à un expert qui va l'assister dans le déroulement de cette visite des lieux. Donc, le juge dispose ainsi de tous les pouvoirs d'investigation pour entendre toute personne qu'il va rencontrer sur les lieux afin de lui donner plus d'informations sur cette visite. Après la clôture, ça veut dire après la visite des lieux, un procès-verbal doit être écrit, doit être élaboré pour relater le déroulement de cette mesure. Donc, lorsque le juge se déplace, il amène avec lui le greffier, parce que le greffier, c'est le secrétaire du juge, du tribunal. Donc, ce procès-verbal doit être dressé par le secrétaire greffier en autant d'exemplaires qu'il y a des parties au litige. Donc, chaque partie au litige doit recevoir une copie du procès-verbal qui a été élaboré par le secrétaire greffier sur cette visite qui a été accomplie par le juge. Est-ce clair? Troisième mesure d'instruction, les enquêtes. Les enquêtes ont été encadrées par le législateur dans les articles 71 à 84 du Code de procédure civile, que je vous invite à consulter s'il vous plaît. On n'a pas le temps de lire tous ces articles. Donc, qu'est-ce qu'une enquête? Une enquête consiste tout simplement à faire appel à un témoin. À faire appel à un témoin pour qu'il soit entendu, qu'il soit auditionné afin de donner les informations qu'il sait sur le litige qui est porté devant le tribunal. Donc, le témoignage, c'est le fait pour un tiers au litige d'informer le juge, après avoir prêté serment, bien sûr. Je jure devant Dieu de ne dire que la vérité et rien que la vérité. Donc, après avoir prêté serment, des éléments dont il a eu connaissance en rapport avec le litige. Donc, voilà pourquoi on doit convoquer la partie qui va témoigner. Si la requête est faite par l'une des parties au litige, le Code de procédure civile précise que cette partie doit consigner d'abord une avance, une somme d'argent correspondant aux frais de déplacement des témoins, notamment lorsque ces témoins habitent en dehors du ressort du tribunal qui traite le litige. Une fois le témoin a été convoqué conformément aux dispositions du Code de procédure civile, c'est-à-dire toujours les articles 36, 37, 38, 39 du Code de procédure civile, leur présence devient obligatoire. Si un témoin
ne se présente pas, il peut être sanctionné par des sanctions qui peuvent aller, des sanctions pécuniaires qui peuvent aller de 50 dirhams pour la première fois et 100 dirhams pour la deuxième fois. Quel est le délai de présence des témoins? Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'on fait appel à un témoin, le Code de procédure civile précise que vous devez lui accorder au moins 5 jours lorsqu'il réside dans le ressort du tribunal. Si ce témoin se trouve par exemple à Casa, à Fès, à Meknès, c'est-à-dire en dehors du ressort du tribunal, il faut lui accorder au moins 15 jours avant de venir témoigner. Donc, toute décision qui a été rendue doit être notifiée aux parties en respectant les dispositions des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile. Comment se fait cette audition? Donc, le juge essaye d'entendre séparément les témoins après avoir prêté serment et après avoir précisé leur identité. Il doit vérifier leur identité. Cette règle permet d'éviter que l'un d'entre eux soit influencé par le témoignage d'un autre. Voilà pourquoi il est conseillé de écouter les témoins séparément. Vous voyez parfois que lorsqu'on appelle un témoin, les autres témoins restent en dehors de l'audience, en dehors de la chambre où se déroule l'audience. Mais si le juge a été convaincu que le fait de confronter leur témoignage va lui apporter plus d'éclaircissement sur le litige, il peut le faire. Il peut confronter les témoignages. Donc, il a un pouvoir discrétionnaire dans le contrôle et l'exécution des mesures d'instruction. Toujours pour ce qui est des enquêtes, les parties peuvent adresser des reproches à un ou plusieurs témoins en demandant au juge de convoquer d'autres témoins. Ils peuvent, s'ils voient que ces témoins n'ont pas apporté quelque chose ou bien ne disent pas la vérité, ils peuvent faire appel à d'autres témoins. En principe, les reproches doivent être présentés avant la déposition. À défaut, ils seront déclarés irrecevables, sauf en cas de preuve contraire. Ça veut dire, si vous voulez adresser des reproches à un témoin, il faut le faire avant qu'il vienne présenter son témoignage. Une fois venu, vous ne pouvez lui reprocher rien. D'accord? À défaut, ils seront déclarés irrecevables. Ça veut dire, vos reproches seront déclarés irrecevables, à moins que vous prouvez le contraire. Quatrième mesure d'instruction, le serment des parties. Le serment des parties. Qu'est-ce que le serment des parties? Dans ce cas, le serment, ça veut dire, je vais prêter serment, c'est moi. Je ne vais pas, ce ne sont pas des témoins maintenant tiers au litige, mais c'est entre nous. Parfois, le juge ou bien les parties se trouvent devant le fait qu'ils ne peuvent prouver leurs prétentions par aucun moyen. Il ne leur reste que le fait de demander à l'autre de prêter serment. S'il prête serment, je vais dire, c'est bon. J'ai perdu le litige. S'il refuse de prêter serment, ça veut dire j'ai gagné le litige. D'accord? كتقول له انا كنسالك 10000 درهم حلف الا ما كنسالكش انا خسرت. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc moyen par lequel une partie au litige obtient soit attestation de la véracité d'un fait ou d'un acte, soit la négation de leur existence. C'est un moyen de preuve qui peut être qualifié d'extraordinaire. C'est lorsque l'une des parties, ou bien les deux parties n'ont pas d'autre moyen c'est l'ultime moyen pour prouver ou bien pour désister de toute poursuite contre
l'autre partie. Donc, on en distingue deux types de serments des parties. Le serment décisoire et le serment supplétoire. Le serment décisoire, c'est al-yamin al-hasima. Le litige. Il va donner une décision définitive au litige. Al-hasima. Il peut être différé ou référé à tout moment du litige. Il peut être différé, ça veut dire on a deux litigants. Le premier peut différer au deuxième de prêter serment. S'il refuse, il lui dit c'est toi qui dois présenter un serment. Si tu le il حلفتي انت c'est bon انا خسرت. كتقول له انت حلفت يقول لك لا انت اللي حلف. Donc soit le différé, soit le référé. Peut être différé ou référé à tout moment du litige, mais seulement à la requête de l'une des parties. Vous voyez ici, le juge n'a pas le droit d'ordonner d'office un serment de l'une des parties. Donc, si une partie le prête, la preuve est faite à son profit et vice-versa. Il est حلفتانا, c'est bon, la preuve est à mon. والله العظيم إلا كان سالك 10,000 درهم. صافي, le juge غادي يقول c'est bon. C'est tranché. Je vais rendre la décision. Si je refuse, je peux demander à l'autre partie de prêter serment. S'il prête serment, c'est lui qui va gagner. D'accord? S'il refuse, ça veut dire qu'il a perdu le litige. Donc, il doit être prêté à l'audience par la partie concernée en personne et conformément à l'article 85 et 86 du Code de procédure civile. Donc là, c'est le serment décisoire. Elle est déférée ou référée à la demande de l'une des parties au litige seulement. Le juge n'intervient pas ici. Le juge peut intervenir dans le serment supplétoire. Le serment supplétoire, al-qasam tkmili, donc supplétoire. Il complète. Tkmili, il complète. C'est un moyen de preuve qu'on complète les preuves qui sont déjà dans le dossier. Il peut être différé d'office par le juge. Il ne constitue pas un moyen de preuve entier, mais seulement un complément de preuve. Il complète ce qui est déjà dans le dossier. Il doit être ordonné par le biais d'un jugement avant dire droit, conformément à l'article 87 du Code de procédure civile. Et il permet au juge de mettre terme aux doutes qui planent autour d'un fait déterminé qui concerne le litige qui est porté devant lui. D'accord? Donc, rappelez-vous que le serment décisoire, c'est un serment qui peut être demandé par l'une des deux parties. Il peut être différé ou bien référé. Et il met un terme au litige. Par contre, le serment supplétoire, il peut être différé par le juge pour compléter les preuves qui sont déjà dans le dossier. C'est bon? Dernière mesure d'instruction, les vérifications d'écriture et le faux incident. C'est ce qui est présenté par le législateur dans les articles 89 à 102 du Code de procédure civile. Donc, généralement, ici, il ne s'agit pas de mesures d'instruction à proprement parler, mais de simples mesures, de simples moyens de défense. Le législateur les a classés dans les mesures d'instruction, étant donné qu'ils peuvent être différés, ils peuvent être présentés, ou bien ils peuvent être ordonnés par le juge chargé de l'affaire, ou bien le juge rapporteur. Donc, ces vérifications d'écriture ou bien faux incidents peuvent être évoquées par la partie contre laquelle un acte écrit est produit.
nous sommes deux litigants, j'ai présenté un papier comme moyen de preuve, l'autre partie met un point d'interrogation sur cet écrit, ce moyen de preuve qui est présenté par mon litigant, ça veut dire le défendeur ou bien le requérant. Donc, qu'est-ce qu'une vérification d'écriture? La vérification d'écriture permet d'examiner la sincérité d'un acte sous seing privé, alors que le faux incident concerne à la fois les actes authentiques et les actes sous seing privé. Lorsqu'on procède à la vérification d'écriture, c'est pour vérifier la sincérité de la signature ou bien le contenu présenté dans cet écrit. Elle est procédée par comparaison, par témoin ou bien par expert. Parfois, on demande l'avis d'un expert. Je doute que le document présenté a été falsifié, qu'il ne porte pas la signature du requérant ou bien du défendeur, selon le cas. Donc, dans ce cas, le juge peut ordonner cette vérification d'écriture, soit en faisant appel à un témoin, soit en comparant les signatures lui-même dans deux actes qui sont produits dans le même dossier, soit en faisant appel à un expert de signature, un expert qui peut vérifier la signature ou bien la sincérité de l'acte sous seing privé. Maintenant, si le juge constate que cette demande de la part d'une des parties au litige pour vérifier l'écriture a été non fondée, a été présentée seulement pour retarder le litige. Ça veut dire que c'est une demande dilatoire. Lorsque vous entendez dilatoire, c'est pour prolonger le délai de la procédure. Donc, la partie qui a demandé cette mesure peut être sanctionnée par une amende civile allant de 100 à 300 dirhams s'il est prouvé que la pièce est signée ou écrite par celui qui l'a digné. On peut même demander de dommages-intérêts et on peut demander le paiement de dépens par celui qui va être condamné. Maintenant, si il y a un faux incident, ça veut dire que cette vérification va concerner un acte authentique, qui est un acte officiel, ou bien un acte sous seing privé. Il s'agit ici, comme j'ai dit, d'un moyen de défense, au fond, qui peut être évoqué par la partie concernée en tout état de cause et même pour la première fois devant la cour d'appel. On ne va pas appliquer le principe selon lequel, puisque vous n'avez pas évoqué ce moyen devant le tribunal de première instance, vous n'avez pas la possibilité de l'évoquer ici, on l'appelle. Si vous faites appel, c'est pour faire appel aux moyens qui sont déjà présentés lors de la première instance. Non, c'est un moyen qui peut même être évoqué pour la première fois devant la cour d'appel. Donc, si ce moyen est déclaré recevable, le juge procède par faire sommation à la partie qui a produit la pièce de déclarer dans 8 jours si il entend s'en servir ou non. Donc, M. Hakim a produit un acte authentique ou bien un acte sous seing privé pour prouver l'existence d'un droit déterminé. Supposons que vous avez déposé un contrat selon lequel je vous dois quelque chose, ainsi de suite. Donc, moi j'ai dit non, ce contrat est falsifié. Donc le juge va vous demander de produire l'original de la pièce, parce que ce qu'on dépose, ce sont des photocopies. Donc il va vous demander
de déposer l'original dans un délai de 8 jours. Si vous voulez encore se servir de ce document comme moyen de preuve. Si vous le faites dans 8 jours, c'est bon. Si vous ne le faites pas, votre abstention est considérée comme une déclaration d'écarter ce moyen du procès. C'est ce que précisent les articles 93 à 95 du Code de procédure civile. Maintenant, en cas d'échec de la demande. En cas d'échec de la demande, ça veut dire que peut-être que vous voulez prolonger les délais de la procédure. Voilà pourquoi vous avez demandé au juge de vérifier l'authenticité d'un acte qui a été produit comme preuve. Vous pouvez être condamné dans ce cas avec des amendes civiles allant de 500 à 1500 dirhams, plus les dommages-intérêts, plus des poursuites au pénal. Maintenant, si le faux est prouvé, ça veut dire que nous avons procédé à la vérification et nous avons effectivement constaté, le juge a constaté, soit à travers des témoins, par expertise, ainsi de suite, que la pièce qui a été produite au dossier est falsifiée. D'accord? Les pièces seront automatiquement transmises au ministère public parce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on est devant un procès pénal. Le ministère public va déclencher l'action et il va vous poursuivre selon les dispositions du code de procédure pénale parce que vous avez falsifié. Et il sera demandé au juge civil de faire un sursis, d'attendre jusqu'à ce que le juge pénal rende sa décision concernant la falsification de ce document. Est-ce clair? Donc c'est comme ça qu'on procède et celui qui a été, dont le document a été prouvé qu'il est faux, peut être condamné au pénal par un emprisonnement ou bien des amendes pénales et par la suite, on ne doit procéder au jugement de l'affaire civile qu'après que le jugement au pénal soit rendu. C'est bon? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces mesures d'instruction. J'espère que j'étais clair. J'espère que vous avez compris les contours de ces mesures d'instruction, toutes les procédures que les parties et le juge doivent respecter dans le déroulement de l'instruction d'une affaire au civil. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous écoute. Des questions? Tout est clair? Comme toujours. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour votre engagement. Je sais que nous sommes dans des jours de vacances. Normalement, on ne doit pas travailler. Mais vu ces circonstances exceptionnelles, j'ai aimé partager avec vous ces informations, étant donné que nous sommes dans des jours de Ramadan. Donc, vaut mieux se partager ces informations que rester endormi jusqu'à midi, n'est-ce pas? Donc, merci de votre attention. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. À très bientôt.